vais laisser maintenant la parole à Jacques Attali pour la conclusion de ce colloque. Jacques Attali, que tout le monde connaît en tant que président de Planète Finance et président de la Commission pour la libération de la croissance française, et qui va répondre à ces deux questions: le sursaut, pourquoi et comment. Je vous remercie. Je n'ai pu assister qu'à la fin de votre entretien. Naturellement, je pourrais commenter aussi longuement tout ce qui a été dit tout à l'heure, mais je voudrais insister seulement sur un point. Il y aurait tellement de choses à dire sur tout ce qui a été dit. Je voudrais insister... Le micro ne marche pas ? Je voudrais insister seulement, oui, c'est ça de marcher, sur un seul point, qui est l'enjeu démocratique. La crise actuelle de la dette publique est en fait, je réserve faite sur toutes les dimensions techniques qu'elle a et sur lesquelles je serais ravi d'approfondir, avant tout une crise de la démocratie. C'est une crise de la démocratie, d'abord là où elle est partie, aux États-Unis, puisque le système américain était incapable de satisfaire ses électeurs autrement qu'en les laissant s'endetter de façon privée, de façon illimitée, et en trouvant une connivence pour que le système financier gagne des soirées. C'est une crise de la démocratie en Europe, parce que si on a, dans certains pays comme le nôtre, évité de faire déraper un peu trop la dette privée, on a fait déraper la dette publique. Et si aux États-Unis, ce sont les consommateurs privés qui sont conduits comme des mythomanes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas vu les limites, les contraintes de la rareté, en Europe, ce sont les citoyens qui sont conduits comme des mythomanes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu les contraintes de la rareté. Bon, il faut bien prendre conscience que nous vivons dans un monde contraint par la rareté, mis à part certains biens particuliers sur lesquels j'aurai à revenir, mais dans un monde contraint par la rareté, la liberté n'est pas absolue. La liberté est limitée par la rareté. Le choix n'est libre que dans les contraintes de rareté. Et la dette, l'endettement, c'est soit une façon de penser l'avenir, de préparer l'avenir, soit, quand il ne s'agit pas de préparer l'avenir, mais simplement de dépenser davantage, une façon mythomaniaque d'échapper à la contrainte de la rareté. Pour ce qui concerne les Européens, nous avons fait cela collectivement, au sens où nous avons pensé que nous pourrions échapper à la rareté. Aux États-Unis, on peut le comprendre parce que les États-Unis sont une société essentiellement religieuse, dont la pensée est toujours articulée, comme dans la conception protestante des choses, autour de l'idée le Messie va venir me sauver. Et au fond, quand l'Amérique a été confrontée à des risques, pratiquement toujours, sinon toujours depuis le XVIIIe siècle, le Messie est venu d'une certaine façon. D'ailleurs, une des visions, une des versions particulières de la société américaine, de ces traductions, c'est le western. Dans le western, vous avez les cow-boys qui sont attaqués, les Indiens, et puis au dernier moment, on entend les trompettes de la cavalerie, et les gens sont sauvés. Le mythe dans le cinéma américain du sauveur, théologique ou cinématographique, est là. Et ça a toujours marché dans l'histoire américaine, y compris dans la dette. La contrainte de rareté est rattrapée en général par le progrès technique ou par la guerre. Et la démocratie américaine survit de cela, cette extraordinaire capacité à trouver un sauveur. Le sauveur, d'ailleurs, est presque toujours un étranger. On trouve ça aussi beaucoup dans la littérature américaine. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, progrès technique ou personne, et c'est des immigrés étrangers qui ont, comme chacun sait, forgé la nation américaine. En Europe, cette contrainte de rareté, on ne l'a pas vue, et on a continué à la laisser se développer, et naturellement, à un certain moment, on la rencontre. On voit, prenez un exemple très simple, en Europe, la dette publique a augmenté simplement parce que les hommes politiques et les citoyens, dans une connivence générale, gauche et droite confondues, ont tous pensé que la liberté, c'était le droit de baisser de façon illimitée les impôts et le droit d'augmenter de façon illimitée les dépenses. Je rappelle juste un chiffre pour que ceci soit clair. Si les impôts français, aujourd'hui, étaient les mêmes qu'en l'an 2000, comme M. Jospin était Premier ministre et M. Fabius, ministre des Finances, qui à cette époque n'était pas l'Union soviétique, nous aurions aujourd'hui non pas 87% de dette publique, mais 65%.
On a perdu 22 points de PIB de recettes fiscales. Moi, je ne suis pas contre qu'on ait baissé les impôts, mais il fallait simplement penser à baisser les dépenses en même temps. Donc la démocratie a fonctionné sans contrainte de rareté. Ce n'est pas spécialement la France, c'est général. Et cette absence de contrainte de rareté, cette connivence mythomaniaque, en réalité, sa responsabilité se reporte toujours sur les élites. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Un jour ou l'autre, la dette sera payée par quelqu'un. Il y a en ce moment un mistigris qui court à travers le monde. Est-ce que c'est les consommateurs? Est-ce que c'est les épargnants? Est-ce que c'est les banques? Est-ce que c'est les contribuables? Est-ce que c'est les actionnaires? Le mistigris court. Mais à un moment, quelqu'un paiera la dette. Et il la paiera réellement, financièrement, mais il la paiera aussi politiquement. Et politiquement, ça veut dire que soit, comme l'histoire nous l'apprend, nous sommes capables de sortir de la mythomanie, d'affronter le réel, de dire on a échappé au réel pendant un moment, il faut y rentrer en réduisant les dépenses publiques, y rentrer en augmentant les impôts, y rentrer en ne faisant pas des dépenses absurdes, y rentrer en constatant que le monde n'avance pas au plus vite qu'on le croit, en ne croyant pas que la valeur des actifs est une richesse réelle, parce que la valeur des actifs, ce n'est pas une richesse réelle. La richesse réelle, c'est celle qui est créée par le flux et pas par les stocks. Soit on rentrera comme ça dans le réel, soit on rentrera dans le réel en payant la dette, non pas sous la forme d'une élimination de cette dette, mais par une élimination de ceux qu'on tiendra comme responsables de la dette. Et c'est là où tous ceux qui sont dans cette salle sont concernés. Parce qu'à un moment ou à un autre, tous ceux qui font partie des élites autoproclamées ou légitimes, et ceux qui sont dans cette salle font partie d'élites évidemment légitimes, seront interrogés, seront interpellés sur leur capacité à avoir créé les conditions de régler la dette réelle. Et sinon, c'est eux qui seront les boucs émissaires. Toujours, ça s'est passé comme ça dans l'histoire. À un moment, la dette, elle est ou remboursée, ou on élimine celui qu'on croit responsable de la dette. Dans une société comme la société d'aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est encore là. On n'est pas encore là. Mais si ceux qui sont dans cette salle et ceux qui représentent ne sont pas capables d'affronter ce réel, c'est-à-dire de dire où va-t-on? Clairement, lucidement, où va-t-on? Quel projet a-t-on? Qui va payer cette dette? Explicitement, qui? De dire explicitement, cette dette va être payée soit par les générations actuelles, soit par les générations futures. Soit par les actionnaires, soit par les épargnants, soit par les contribuables. Explicitement, qui? Or, aujourd'hui, on ne le fait pas. Et tant qu'on ne le fait pas, la seule chose qu'on fait, c'est de faire grossir la boule de neige. Là, le soi-disant accord du 8 et 9 décembre, qui n'est malheureusement qu'un ultime sommet ayant réussi à régler le problème de plus. Naturellement, ce n'est pas un ultime sommet et il n'a rien réglé du tout. Malheureusement. Rien. La seule chose qu'il a fait, comme tous les sommets précédents, c'est d'annoncer qu'on va faire quelque chose, et puis dans un mois, on va se rendre compte qu'on n'a rien fait, et on va se réunir à nouveau pour faire quelque chose. Mais entre-temps, on n'aura pas eu le courage de faire. La seule chose qui a été faite de plus, comme il a été dit tout à l'heure, c'est pas du tout le sommet qu'il a fait, c'est la Banque centrale qui est rentrée en action et qui a fait ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps, mais qu'elle espérait ne pas avoir à faire, c'est-à-dire qu'elle a mis de l'argent de façon illimitée. C'est-à-dire qu'elle participe au processus mythomaniaque. On invente, on imprime de l'argent. Ça, c'est de la mythomanie au sens propre. On imprime de l'argent de façon artificielle. La banque est entrée en action. Elle ne pouvait pas faire autrement, sinon tout s'effondrait. Mais rien n'est réglé. On a simplement fait entrer un acteur de plus dans le jeu mythomaniaque d'une société imaginaire. Ça peut durer un certain temps. On peut imaginer une sortie positive par un progrès technique qui tomberait du ciel et qui ferait, comme l'automobile, le moteur électrique ou autre chose, avaler la dette par la croissance, ce qui a été le cas plusieurs fois dans l'histoire. On peut aussi imaginer que la seule façon qui sera faite sera de ruiner quelqu'un. Les épargnants, c'est plus vraisemblable. Les contribuables, comme épargnants ou pas. Les jeunes, c'est plus vraisemblable aussi, parce qu'aujourd'hui,
les personnes âgées n'acceptent pas l'inflation. L'inflation, c'est pas une refusée en Allemagne, non pas à cause de Weimar. C'est pas pour des raisons démocratiques que l'Allemagne refuse l'inflation, c'est pour des raisons démographiques. C'est parce que la majorité est retraitée, comme d'ailleurs aussi en France, et que ceux qui ont accumulé un capital n'ont pas intérêt à l'inflation. C'est ceux qui n'ont pas de capital qui ont intérêt à l'inflation, car ils dévalorisent les emprunts qu'ils peuvent faire. Et quelqu'un va payer. Et ce quelqu'un qui va payer, à un moment ou à un autre, il cherchera sans doute des boucs émissaires. On peut aussi imaginer des solutions beaucoup plus autoritaires, mais on peut encore imaginer des solutions possibles. C'est pour ça que si je dis cela, c'est parce que je crois qu'il y a des solutions rationnelles encore possibles. Ces solutions rationnelles encore possibles, elles portent essentiellement sur la question démocratique. Aux États-Unis, la démocratie est paralysée par l'absence de gouvernance, qui fait que le Parlement et le président ne peuvent pas travailler ensemble. Tant qu'ils ne sont pas sortis de cette paralysie, ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire réduire massivement un certain nombre de dépenses, en particulier militaires. 43% des dépenses militaires sont aux États-Unis, c'est absurde. Pas besoin de tout ça. Réduire les dépenses militaires et augmenter les impôts qui sont extrêmement bas aux États-Unis, extrêmement bas comparés aux nôtres. Ils peuvent très facilement rééquilibrer leur déficit. Mais ça suppose une pédagogie politique qui est presque impossible en raison de la corruption de la démocratie par les lobbies, en particulier le lobby de l'industrie militaire dans la société américaine. En Europe, ce n'est pas non plus très difficile de régler la question. Ça suppose de penser la démocratie non plus seulement à l'échelon national, mais à l'échelon européen. Tout à l'heure, il y a une présentation des eurobonds, je ne sais pas si celui qui l'a faite est encore là, qui me semble... parce qu'il n'est pas là, je suis désolé d'avoir à dire ce que j'ai à dire maintenant, totalement erroné. Parce qu'il y a deux conceptions possibles des eurobonds. Je vais revenir à la question démocratique par ça. La première conception des eurobonds consiste à dire on communautarise les dettes nationales et on fait en sorte que les dettes nationales mises ensemble coûtent moins cher. Et c'est vrai, c'est ce qui a été présenté ici. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire des calculs. Ce matin, il y a eu une émission par le Fonds européen de stabilité, enfin la facilité spéciale, et on a vu in vivo une expérimentation qui a montré que ce fonds est capable ce matin d'émettre avec un coût qui est simplement de 0,14, c'est-à-dire 14 points de base, 0,14% de plus que l'Allemagne, dérisoire. Donc l'idée qu'on puisse communautariser sans que ça coûte plus cher est évidente. Mais en communautarisant, vous ne changez rien. Vous allez simplement faire en sorte que vous mettez dans l'impôt et que ceux qui payent, on peut avoir peur et alors d'où une idée de béquille spéciale pour faire que ceux qui payaient payent moins cher, etc. En réalité, les eurobonds, ce n'est pas ça du tout. Les eurobonds, normalement, c'est un outil dans la construction démocratique d'une entité nouvelle qui est l'Union européenne ou l'eurozone qui se dote des moyens d'emprunter. Et qui se dote des moyens d'emprunter, pour se donner des moyens d'emprunter, elle doit faire trois constatations. Premièrement, en tant qu'entité juridique, l'eurozone a zéro dette. L'entité juridique de l'eurozone a zéro dette. Deuxièmement, elle ne peut pas emprunter puisqu'il n'y a pas de recette. Pour emprunter, il faut pouvoir rembourser la dette, elle a zéro dette. Si on lui attribue une recette fiscale, non pas des contributions des États, comme c'est le cas pour le budget européen, mais un impôt affecté, par exemple un impôt sur les taxes sur les transactions financières, sur le CO2 ou même un transfert de TVA, mais un impôt qui ne puisse pas être pris par les États, un vrai impôt fédéral. À ce moment-là, elle peut servir la dette et toutes les études montrent qu'elle peut emprunter, dans ce cas-là, 5 000 milliards d'euros. Le problème est réglé. Bien sûr, ça n'est pas réglé au sens où la dette n'a pas disparu. On se donne une autre capacité d'endettement qu'il ne faut naturellement pas utiliser pour faire encore plus de bêtises budgétaires, mais pour investir, pour créer les conditions de la croissance, parce que seule la croissance permet d'éliminer la dette. Il n'y a que le couple fédéralisme et croissance qui sauvera l'euro. Sans fédéralisme et sans croissance, dans 10 ans, dans 5 ans au maximum, l'euro n'existera plus. Et tout ce qu'on fait jusqu'à présent, ce n'est que retarder le fait d'affronter cela. Parce que si vous faites un impôt fédéral européen, ce n'est pas possible sans un Parlement européen. Et comme ça ne doit pas être le Parlement à 27 qui juge d'un impôt qui est fait à 17, il faut extraire dans le Parlement européen un sous-ensemble qui soit le Parlement de l'eurozone et avancer dans un fédéralisme. Ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire parce qu'on ne veut pas parler de démocratie européenne, on reste dans l'intergouvernemental. C'est pourquoi je crois que l'accord qui a été fait est un accord qui a le mérite de ne pas exister, ce qui permet de dire qu'il n'est pas catastrophique puisqu'il n'existe pas, mais qui malgré tout ne prépare pas en rien l'avenir qui est le nécessaire saut fédéral sans lequel l'euro va disparaître.
Il n'y a aucun exemple dans le monde de monnaie sans État. Ça n'existe pas. Cherchez, ça n'existe pas. Il n'y a aucun exemple de système qui puisse fonctionner sans une entité politique et un Parlement qui l'approuve de façon durable et lui permette de se l'approprier. Donc, il reste encore quelques mois pour que le traité qui n'a quitté que négocier puisse être approuvé. Et je trouve que le fait qu'il n'y ait pas eu de rupture est déjà une fantastique chose. Le fait que ce jour-là, les chefs d'État et de gouvernement soient mis d'accord sur le fait de ne pas claquer les portes est très positif. Mais il n'y a rien qui construise véritablement l'entité. J'ajouterais, je pourrais rentrer dans les détails, que tout cela est encore plein de points d'interrogation et de choses qui ne peuvent pas fonctionner. Au fond, depuis que la crise a commencé, ce n'est pas M. Keynes qui est au pouvoir, ce n'est pas M. Schumpeter qui devrait l'être par l'innovation, comme on l'a dit. Le vrai maître à penser de l'économie moderne, c'est M. Madoff. Tout ce qui est fait, c'est simplement de reporter la dette d'un endroit à l'autre, de la faire se reporter, de la faire se déplacer, sans aucune solution, parce qu'on n'a pas le courage d'affronter la réalité. Et si un jour, si longtemps on n'a pas le courage, alors viendra le moment où on cherchera des solutions totalitaires, où des dictateurs s'installent là, on dit assez joué, il faut mettre de l'ordre. Et là, je crois, chers camarades, qu'il faudra véritablement entrer en résistance. Je vous remercie. Merci Jacques. Maintenant, nous avons un cocktail bien mérité pour pouvoir discuter et vous rafraîchir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre longue patience et merci aux orateurs.